Dans notre quotidien, on parle souvent chez Médici de telle entreprise qui est intéressante ou telle autre entreprise qui ne l'est pas. Aujourd'hui, on va prendre le temps ensemble pour regarder c'est quoi les pans stratégiques de Médici qui font qu'on va justement considérer un investissement ou pas. Donc, le premier critère qu'on va observer chez Médici, c'est vraiment la performance économique supérieure. On a besoin d'une entreprise qui performe. Mais c'est quoi performer? On va regarder combien de capital rentre dans la machine, dans l'entreprise, puis combien de profit elle peut nous recracher à chaque année. Donc, il y a un ratio entre les deux qui s'appelle le rendement sur le capital investi. Donc, on cherche évidemment des entreprises qui vont non seulement avoir un rendement sur le capital investi qui est élevé, idéalement plus de 10%, mais si c'est du 20 puis du 30%, c'est merveilleux, c'est très rare, 30% par ailleurs. Mais on cherche une entreprise que même dans des scénarios difficiles, pensez à une récession, une crise financière, une pandémie, un recul de marché important, elle va être capable quand même de générer un bon rendement sur son capital investi. Alors, quand on a ces ingrédients-là, on a identifié une entreprise qui est digne d'un certain intérêt. Évidemment, les choses qu'on va éviter par rapport à la performance économique, c'est peut-être des entreprises qui ont un rendement sur le capital investi qui serait éphémère. Pensez souvent aux modes. Puis les plus vieux vont probablement l'avoir en tête, mais il fut un temps où les sandales Crocs, tu sais, les sandales en caoutchouc là, qu'on porte, étaient très populaires. Cette entreprise-là était cotée en bourse à ce moment-là et elle avait un rendement sur le capital qui était, ma foi, très élevé. Mais c'est le genre de choses qu'on regarde chez Médici puis qu'on dit « Ouais, ça se peut que ces sandales-là soient plus aussi populaires dans quelques années et donc que ce ne sera pas durable. » On va regarder d'autres choses aussi. Si l'entreprise n'a pas de feuille de route, si elle n'a jamais fait de profit, c'est un peu dur d'arriver à dire « Bon, ben, elle va générer un rendement sur le capital élevé. » Puis évidemment, bien, les entreprises qui sont très cycliques, il faut éviter ça. Un dirigeant, aussi bon soit-il, d'une société pétrolière, le jour où le prix de la ressource, le pétrole, le baril, se met à baisser, il a beau être le Superman de la direction, il ne sera jamais capable d'aller en tirer un bon profit. Donc, on cherche des dirigeants qui gèrent des firmes, qui ont des facteurs qui sont dans leur contrôle, pas des facteurs externes qui vont les faire couler. Le deuxième pan de notre stratégie, c'est la présence d'avantages concurrentiels durables. Alors, évidemment, une fois qu'on a trouvé une entreprise qui a un bon rendement sur le capital dans le passé, il faut aller voir quels sont les ingrédients qui font que ce rendement sur le capital-là va se transposer longtemps dans le futur. Pas juste les 2 ou 3 prochaines années, mais dans 5 ans, voire même dans 10 ans, on va avoir encore des profits importants. Et ça, c'est les avantages concurrentiels durables qui nous permettent d'avoir ça. Pensez, par exemple, à un effet de réseau important. Visa, Mastercard. Tout le monde utilise leur carte parce que la carte est acceptée partout. C'est comme un cercle vertueux. Pensez à un producteur à faible coût. Costco. Les gens se garochent littéralement dans les magasins, remplissent le panier. Ça donne un meilleur pouvoir d'achat à Costco qui leur file en économie aux membres. Donc ça, c'est un avantage concurrentiel très durable. Une marque de commerce, disons, très reconnue, Coca-Cola. Si demain matin, Médici veut créer le Médici Cola et qu'on le vend exactement au même prix que le Coca-Cola, on n'aura pas un sou de vente parce que les gens préfèrent le Coca-Cola. Donc, c'est le genre d'avantage concurrentiel durable qu'on recherche. Il faut faire attention en investissement quand on trouve ces avantages concurrentiels-là, de vraiment se questionner sur leur durabilité. Il arrive des fois où on va voir un avantage concurrentiel qui est pas durable. Ça peut être, par exemple, le premier joueur dans une industrie, le premier joueur à avoir développé un produit dans une industrie qui est très, très en vogue. Alors, généralement, la concurrence va rapidement copier le produit et donc l'avantage concurrentiel va s'éroder à ce moment-là. Bon, évidemment, pour bien évaluer un avantage concurrentiel, il faut comprendre l'entreprise. Et c'est vraiment quand on évalue
cette particularité-là qu'on sait si on comprend vraiment l'entreprise ou non. Puis le dernier truc vraiment important, c'est qu'on évite les entreprises qui ont un avantage concurrentiel, mais vont traverser vraisemblablement un changement de paradigme important à court terme. Vous ne voulez pas être l'investisseur qui achète, par exemple, les pages jaunes, le titre des pages jaunes, en 2005, quand Google est en train de prendre beaucoup d'expansion et que de plus en plus de gens jettent littéralement leur bottin téléphonique dans le bac de recyclage ou même dans la poubelle pour ces gens moins écologiques. Alors voilà. Le troisième jalon important de notre stratégie d'investissement, c'est ce qu'on appelle une gouvernance exemplaire. Parce que quand on investit dans une entreprise, on n'investit pas juste dans les activités, on investit dans des êtres humains qui la gèrent, cette entreprise-là. Puis on veut que ce soit les meilleurs êtres humains et meilleurs gestionnaires que possible. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est à quel point ces gens-là, ces hauts dirigeants-là, nous traitent, nous, actionnaires, comme un vrai partenaire d'affaires plutôt qu'un simple pourvoyeur de capital, simple et vulgaire pourvoyeur de capital, si on peut le dire comme ça. Malheureusement, il arrive souvent que des dirigeants vont gérer les entreprises, par exemple, par communiqué de presse, donc vont chercher à faire bondir le prix en bourse simplement par une émission de communiqué de presse. On veut vraiment sentir, par exemple, quand on lit les lettres qui sont écrites par les hauts dirigeants, qu'on s'adresse à notre intelligence, on s'adresse à notre capacité de raisonner. On veut le voir aussi dans la manière où les indicateurs sont communiqués. Est-ce que les dirigeants nous donnent les bons indicateurs pour se faire une idée de combien vaut l'entreprise? Ou est-ce qu'on nous cache tellement de choses que finalement, on ne peut plus vraiment comprendre la capacité de l'entreprise à générer des profits? Alors, ce sont tous des facteurs importants. Évidemment, un dirigeant qui fait bien son travail et qui gère pour la pérennité de l'entreprise va éviter de l'endetter à un niveau qui serait insoutenable. Pensez à une entreprise cyclique. S'il y a une récession et qu'elle est très endettée, bien, c'est à ce moment-là qu'elle peut faire faillite. Et vous allez remarquer que les entreprises qui n'ont pas de dette font rarement faillite. Alors, idéalement, si l'entreprise n'a pas de dette, c'est vraiment bien. Dernier point important, si l'entreprise est une société intéressante, mais qu'elle n'a plus d'avenue intéressante, rentable pour redéployer ses capitaux, pour réinvestir ses profits qu'elle réalise, ça peut être le signe justement que des dirigeants n'ont pas eu suffisamment de vision pour le développement, pour maintenir la croissance et le développement futur de l'entreprise. Le dernier pan de notre stratégie, c'est l'évaluation raisonnable. Parce que si vous faites bien votre travail sur les trois autres pans de la stratégie, si vous payez un prix qui est vraiment déraisonnable, vous risquez de vous retrouver avec un rendement décevant, même si l'entreprise est extraordinaire. Ceci dit, si vous payez une évaluation qui est chère, mais qui n'est pas déraisonnable, qui fait quand même du sens, si l'entreprise est vraiment bonne, vous devriez avoir quand même un rendement adéquat. Alors nous, ce qu'on va regarder chez Médici, puis là, on vous évacue les calculs mathématiques, là, parce qu'évidemment, on en fait des simulations pour voir combien ça vaut cette entreprise-là. Mais ce qu'on cherche à regarder, en gros, c'est si on est pour payer une évaluation qui est plus généreuse, pas déraisonnable, mais plus généreuse. On veut voir combien de croissance est requis par l'entreprise pour justifier cette évaluation-là et pouvoir faire un rendement raisonnable de 10, 11, 12% par année. Et des fois, on se rend compte que, là, il faudrait que l'entreprise ait une croissance de 30% par année pendant 10 ans. Là, on va dire, non, là, ça, les probabilités que ça arrive sont rares. Généralement, chez Médici, quand on a un niveau de croissance au-dessus de 20% pendant un nombre d'années qui excède 4 ou 5 années, il faut être vraiment convaincu de nos choses pour considérer l'investissement. C'est rare. Finalement, c'est très rare d'être au-dessus de 20%. Mais il faut avoir justement la justesse de faire quelques exceptions des fois pour des entreprises qui sont exceptionnelles et ça, c'est vraiment pas évident. Alors, ce qui est important de se rappeler, c'est que
si vous n'avez pas de stratégie, vous ne savez pas où vous en irez. OK? Puis à la maison, il y a probablement plusieurs personnes qui font affaire avec un conseiller, un gestionnaire, ou peut-être vous évaluez vous-même vos propres titres en portefeuille. Bien, vous devez comprendre la stratégie de votre conseiller. Si vous ne la comprenez pas, si vous saignez du nez en l'écoutant, vous n'êtes pas en mesure de la comprendre. Et si vous ne pouvez pas la comprendre, ce qui va arriver, c'est que s'il y a des problèmes, vous ne serez pas en mesure de déterminer si le conseiller, vous devriez le congédier ou si vous devriez être patient. Donc, la compréhension, c'est la clé en investissement, autant si vous le faites vous-même, comprendre vos entreprises, et autant si vous faites affaire avec un externe, il faut que vous soyez en mesure de comprendre comment on gère vos avoirs. Donc voilà, merci beaucoup, bonne journée.